Et salut tout le monde, on est toujours dans le RPG A Day. J'ai un petit peu de retard, j'ai loupé quelques jours, je m'en excuse beaucoup. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu maxi best-of avec plusieurs réponses à plusieurs questions. Donc tout d'abord, la première question à laquelle nous devons répondre, c'est la question numéro 14 à laquelle je n'ai pas encore répondu. Donc des personnages convaincants. Alors, j'ai un peu trituré cette question dans beaucoup de sens. En fait, j'ai enregistré déjà cette vidéo 3 fois sur les personnages convaincants. J'avais du mal à savoir de quoi je devais vous parler. Et j'ai décidé, parce que ça m'embête un peu de vous parler déjà de mes personnages à moi, des personnages que j'ai joués, parce que j'en ai pas joué beaucoup, étant donné que je suis très très peu joueur et que j'ai jamais fait de plus de 8 sessions en tant que joueur, à peu près 8 sessions, en tant que joueur, parce que à chaque fois les parties finissent par capoter. Donc j'ai jamais eu l'occasion vraiment de développer un personnage sur du très long terme, et je trouve que c'est un petit peu prétentieux de parler de ses propres personnages en disant j'ai joué un personnage qui était convaincant. Dans ce cas, je vous parlerai de tous mes personnages. Et d'autre côté, j'ai pas non plus voulu vous faire une vidéo où je vous parlais de personnages de mes joueurs que j'ai eu à la table, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'il faut vivre et j'ai un peu de mal à trouver le bon axe. Donc j'ai décidé de vous parler à la fois d'un personnage que j'ai eu à ma table et en même temps d'un jeu vous permettant plus facilement de jouer des personnages convaincants. Et pour la première partie, donc j'ai décidé de vous parler de Omar Sin Assad, que j'ai eu à ma table sur la campagne Out of the Abyss, qui était interprété par Tommy. Et Tommy, vous l'avez encore jamais vu, mais c'est quelqu'un avec qui je joue depuis déjà quelques années. Et pour Out of the Abyss, il arrivait avec un personnage que j'ai trouvé extrêmement juste et qui a eu beaucoup, beaucoup d'impact sur la campagne. Je ne sais même pas si Tommy se rend compte à quel point son personnage a eu de l'impact. Mais déjà, pour les bases du personnage, c'était un marchand de jouets. C'était un sculpteur de jouets, etc. C'était un marchand de jouets, donc on jouait en Donjons et Dragons. Et il avait choisi la classe de Bard. Mais son personnage était aussi extrêmement pieux et extrêmement dévoué envers Ogma. Quelqu'un d'extérieur à la table, je pense pas que cette personne, si elle ne connaissait pas les règles et les sorts de Donjons et Dragons et tout, je pense pas que cette personne aurait pu dire ce type-là c'est un barde. Je pense qu'elle aurait hésité entre barde ou clair. Honnêtement, je pense même qu'il y avait plus de 90% clair, mais qui était joué comme, avec des pouvoirs de barde, etc. Parce que Omar, c'était un personnage donc qui était fabricant de jouets et qui animait ses poupées. Il avait pris une nouvelle sous-classe là dans Tasha, et donc il animait des poupées, des choses comme ça. Et en même temps, comme il était extrêmement dévoué envers Ogma, son personnage était très pieux et il faisait des prières pour tout ce qui était soins. Voilà, il appelait Ogma et des choses comme ça, un peu comme le ferait un clerc. Donc c'était un petit peu flou. Et Tommy le jouait extrêmement bien. C'était vraiment un personnage qui était très très intégré dans la campagne, et ça m'a amené moi en tant que MJ à adapter un peu ma narration et les éléments de l'histoire, notamment en intégrant plus d'éléments liés à Ogma, etc. On a même été en Kalimsham pendant un moment pour faire le lien entre deux parties de la campagne. On a été faire un petit tour là-bas pour aller visiter un petit peu un coin de chez lui. Et puis, il y a aussi un personnage qui est décédé, le personnage de Sylvain que vous avez déjà vu sur la chaîne. Zachir est décédé, et quand Sylvain a dû refaire un personnage, il a pris en compte les éléments de background de Omar, et au final, il a fait un nouveau personnage qui était une classe third party, mais il a fait un ange, si vous préférez. C'était Zachir ressuscité, mais qui était devenu un ange d'Ogma. Et donc, voilà, le personnage d'un joueur a eu carrément un impact sur un autre joueur qui a formé son nouveau personnage autour du background d'un autre joueur. Voilà, bref. Vous avez compris, c'est un petit peu compliqué. Donc ça c'est pour la première partie. Honnêtement, je trouve que Tommy le jouait super bien, et en plus il prenait un accent arabisant qui était très 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 cool. Il y a eu beaucoup de belles scènes avec Omar, et en plus voilà, et beaucoup de personnages de l'aventure ils étaient vraiment liés. C'était un très 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 chouette groupe. Voilà, on les a emmenés jusqu'au niveau 15, je crois, 14 ou 15, ces personnages-là. Donc ça c'est pour les personnages, et en ce qui concerne donc des jeux qui vous permettent de jouer des personnages convaincants, honnêtement, je trouve que des jeux comme Pendragon, comme son petit frère, ou plutôt son grand frère, RuneQuest, ou même des jeux comme Against the Dark Master, par exemple, ont un avantage par rapport à d'autres. C'est l'utilisation de passion, de traits et de passion, puisque mécaniquement,
votre personnage a des peurs, des choses auxquelles il ou elle est attaché, des passions, des choses voilà, qui le drive, comme dans Against the Dark Master, des choses comme ça. Et donc, mécaniquement, votre personnage va être poussé à faire quelque chose qui va vous aider, vous, à interpréter quelque chose de cohérent et de convaincant avec votre background. Si par exemple, vous avez été... votre famille a été tuée par des lunars dans RuneQuest, vous avez été poursuivi toute votre jeunesse par des lunars, vous allez développer naturellement la passion haine des lunars à X%. Donc, quand vous allez rencontrer un lunar, le MJ peut vous demander de faire un jet de passion de haine lunar pour voir comment vous réagissez. Et donc, ça peut vraiment vous aider à savoir comment réagir à la scène qui vous est mise devant le nez. Pareil pour Against the Dark Master avec les drives. Si par exemple vous avez peur du feu, bah voilà, il va vous être demandé mécaniquement de jouer cette peur du feu et d'agir en conséquence. Et ça, bah, mine de rien, je trouve ça assez cool. Ça fait un petit guide, je trouve, pour des joueurs qui ont un petit peu plus de mal peut-être à sortir de leur peau et à se mettre dans la peau d'un personnage. Là, avec la donnée sur la fiche, ça permet tout de même d'avoir une sorte de guide et de se rappeler comment je dois agir face à tel ou tel personnage. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc voilà pour la question numéro 14. J'espère que j'aurai été convaincant parce que honnêtement, je ne savais pas trop quoi répondre et comment répondre à cette question. Donc ça, c'est pour la question 14 et on passe à la question 15. Et maintenant, question numéro 15, un bon équipement de personnage. Alors là, là la question, toi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Un bon équipement de personnage, j'ai envie de répondre de la corde, et ce, peu importe l'univers, et peu importe la forme que cette corde prend. Ça peut être une corde classique telle qu'on en voit en Medieval Fantasy, mais ça peut aussi être un filin en métal dans un univers de SF ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours pratique de la corde, ça permet d'aider ceux qui ne peuvent pas monter par exemple, ça permet de descendre dans des endroits inaccessibles, ça permet de rattraper ou de se hisser à d'autres endroits. Donc non, honnêtement, je pense que je vais répondre la corde. J'aurais pu répondre une 10-foot pole, mais je pense que la corde, c'est vraiment plus intéressant. Étant donné que je dirais que la deuxième idée que j'avais, c'était les torches. Mais je trouve que les torches, au final, c'est un peu surfait. Ça dépend du jeu. C'est sûr que dans Shadow Dark, ça va être plus important. Mais je trouve que les torches, on a toujours moyen de contourner, peu importe l'univers, peu importe le truc. Il y a toujours quelqu'un qui va vous dire: ah bah moi je peux faire ça, ça va faire une source de lumière, puis voilà, ça part en vrille, t'as plus besoin de torche. Donc non, je vais rester avec ma corde pour la question numéro 15, et on passe maintenant à la question 16. Question numéro 16 maintenant, un jeu rapide à apprendre. Alors évidemment, j'aurais pu vous parler de l'appel de Cthulhu, mais c'est beaucoup trop facile. Et en plus de ça, je trouve que l'appel de Cthulhu, oui, il est rapide à expliquer et rapide à mettre en œuvre, mais il y a quand même deux, trois petits trucs dedans où des fois on se gratte un petit peu la tête, mais tout de même, il aurait été un bon candidat. Mais vous me connaissez, c'était beaucoup trop facile comme réponse. Donc, bye bye, l'appel de Cthulhu. J'ai plutôt décidé de vous parler de Coriolis, mais pas forcément de Coriolis. Je veux parler des jeux motorisés en Year Zero Engine. Donc, Mutant Year Zero, Coriolis, Alien, etc., Blade Runner. Tout ça, je trouve que c'est des jeux qui sont très simples à lire, très simples à comprendre, pas forcément à maîtriser. Je parle pas de maîtrise dans le sens MJ, je parle vraiment à maîtriser toutes les subtilités de ces systèmes, mais ce sont tout de même des jeux qui sont très simples à lancer. Voilà, vous lisez ça une soirée, le lendemain vous pouvez faire une partie. Vous n'avez peut-être pas tout compris, il y a peut-être plein de trucs que vous n'allez pas avoir encore intégré dans le jeu, mais vous allez pouvoir avoir une partie tout à fait satisfaisante avec la base du système qui est, je le rappelle, une base de... Vous prenez un pool de D6 en fonction d'un chiffre inscrit dans votre attribut et dans vos compétences, et vous jetez ça, et ce qui fait D6, ce sont des réussites, il faut au minimum un 6. Voilà, une fois que vous savez ça, bim, vous partez avec un jeu du Year Zero et vous pouvez faire votre histoire. Donc franchement, je trouve que la Free League, sur le coup, on fait de très bons jeux avec ça. Je rappelle que je suis vraiment pas fan de ce qu'ils ont fait avec Alien. J'ai hâte de voir d'ailleurs la deuxième version, voir s'ils ont corrigé, mais j'ai peur qu'ils soient allés dans le sens que j'aime pas, à cause des figurines et tout ça, mais on verra. Mais je trouve que la base du système marche super bien, donc voilà, un jeu facile à utiliser. Là j'ai mis Coriolis, mais on va partir sur le Year Zero
Engine. Voilà donc pour la question numéro 16 et je vais répondre à la question du jour d'aujourd'hui histoire de rattraper mon retard avec la question numéro 17. Question numéro 17, donc la question du jour, une communauté de jeux de rôle attrayante, engageante, bienveillante, etc. Alors des communautés, il y en a quand même pas mal qui sont dédiées aux jeux de rôle. On va passer sur toutes les différentes chaînes YouTube qui ont leur Discord comme le mien. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez nous rejoindre sur Discord, vous avez le lien qui est dans la description. Mais je pense que la question était plutôt tournée dans le sens d'une communauté dédiée à un jeu. Il y a beaucoup de jeux qui ont leur communauté qui est dédiée, des communautés actives, des communautés de passionnés qui créent du contenu. Et j'ai décidé de vous parler de deux de ces communautés. Alors la première d'entre elles, ça va être la communauté de RuneQuest, puisque je trouve qu'il y a énormément de gens ultra passionnés et ultra dévoués sur RuneQuest qui font des choses formidables. Tout ce qui est Johnston Compendium, par exemple, avec des suppléments vraiment de qualité pro ou quasi pro, faits par des amateurs complets, de très 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 bonnes choses sur ce Johnston Compendium. Dommage qu'on ne puisse pas les avoir en VF pour des questions de droit, etc. Mais il y a vraiment de très très belles choses. Moi, je vois par exemple, j'ai fait un canard dans la partie RuneQuest qu'on a faite. Il s'appelle Bec Givré. J'ai adoré ce personnage. On l'a pas joué beaucoup, mais j'ai vraiment aimé. Et le MJ avait acheté des suppléments dédiés au canard sur le Johnston Compendium, donc sur DriveThru. Et comme ça, la création de personnage qui est très spécifique à RuneQuest était adaptée à mon personnage. Donc il y avait des choses reliées à la chasse au canard, des lunars, etc. Donc ça faisait vraiment un personnage qui était cohérent avec l'univers. Et on n'était pas obligé de calquer ce qui était à la base conçu pour des humains. Donc ça, c'était très cool. Donc ça c'était la première communauté et la seconde, si vous aimez tout ce qui est Monde des Ténèbres, Chronicle of Darkness, etc. Tous ces jeux-là, les Vampires Requiem, les Changeling the Lost, les Démons la Damnation, ce genre de jeu, et ben vous pouvez rejoindre un Discord qui est dédié aux Chroniques des Ténèbres. Je crois que ça a été fondé par Cécile, que vous connaissez sûrement d'une autre chaîne. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui sont là-bas. Et les gens sont vraiment super accueillants, ils répondent aux questions. Si jamais vous cherchez une table des Chroniques des Ténèbres ou vous avez une question sur un de ces jeux, vous pouvez y aller. Il y a des gens qui s'y connaissent très 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 bien dans ces gammes-là. Moi j'y suis aussi, si vous jamais voulez parler là-bas. Donc voilà, vraiment j'ai trouvé une très très belle communauté dédiée aux Chroniques des Ténèbres. Vous aurez le lien du Discord dans la description. Voilà donc pour la question numéro 17 et on se retrouve demain pour la 18 avec des questions qui me parlent déjà un petit peu plus. Un moment de jeu mémorable, on verra ça demain. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer de ne pas être en retard dans les questions. Salut.